Je... Entendez là? Ça va? Et on vous entend, Omar, c'est bon. Bien. Merci donc de cette invitation. Je voudrais simplement dire que, bon, nous avons, enfin, c'est pas moi, c'est Filaha Innov, le groupe de réflexion, et Tolba avait déjà organisé quelques débats autour de ces questions-là. Et ces débats ont débouché sur la réalisation d'un ouvrage qui devait sortir là, il y a une semaine. Malheureusement, notre éditeur, Daho Abdallah, qui on souhaite un prompt rétablissement, est malade. Et donc, ça a retardé l'apparition de cet ouvrage qui résume un petit peu déjà un état des discussions, des débats, y compris, on a intégré dans cet ouvrage, vous le savez, M. Bisman, un résumé du mémorandum, donc des recommandations que vous faites, avec évidemment d'autres recommandations qui viennent d'associations oasiennes, hein, d'un réseau d'associations. Bien. Alors, mon intervention, après une remarque préliminaire, va porter à la fois sur, très rapidement, l'état des lieux du système, de l'agrosystème oasien, avec les difficultés, les menaces. En deuxième point, un peu les enjeux avec les objectifs à viser pour une relance. Et je conclurai rapidement par un rappel de quelques points, je dis quelques points, qui pourraient être, qui pourraient constituer un petit peu la trame, qui constituait la trame d'un plan national stratégique de refondation du système ou des systèmes oasiens. Alors, la première remarque, c'est que moi, je ne pense pas avancer des choses originales et tout à fait nouvelles. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture saharienne, dans ses différentes, je veux dire, dans les différents modèles, hein, que ce soit l'agriculture à grande échelle ou l'agriculture oasienne traditionnelle, est aujourd'hui l'objet d'une attention et d'une recherche assez soutenue dans les milieux, hein, dans les milieux académiques et même dans les centres d'études. Donc on a ces 10 dernières années un renouveau de la recherche autour justement qui est tracté par ces questions qui tournent autour de l'agriculture oasienne. Et donc nous disposons d'un capital de connaissances et de production scientifique et d'études assez remarquable qui dresse un état des lieux de toutes les formes, à la fois celle de l'agriculture à grande échelle, mais aussi de l'agriculture, la mise en valeur par la PFA, et puis au niveau des oasis, des différentes formes d'oasis, qu'elles soient celles des fogaras, celles des oueds, des vallées, des vallées et plaines alluviales, ou alors bon, celles des forages. Donc on a une description, on a des connaissances qui ont été accumulées, on a une très belle carte des connaissances qui portent sur cette question. Moi, je vais rappeler uniquement quelques points autour de ce diagnostic. Alors évidemment, tout le monde sait que le système oasien connaît une crise assez importante, et cette crise, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Il y a d'abord l'héritage colonial, puisque la colonisation, vous le savez, au 19e siècle a coupé, et notamment au 20e, avec la création des territoires du Sud et le contrôle des territoires du Sud, a coupé les routes de communication et les relations de communication avec l'Afrique sahélienne, et donc, bien entendu, assécher un petit peu le gisement d'emploi de main-d'œuvre qui était mobilisé dans ces oasis, qui permettait le développement et l'entretien des infrastructures, je pense essentiellement au Fougara. On a eu évidemment, mais les plus grandes transformations, les plus grandes mutations ont eu lieu depuis l'indépendance. Ces 50 ou 60 dernières années. Alors on le sait, et accéléré en particulier depuis les années 70. Et depuis les années, si vous voulez, 70, on a une politique des régions, et notamment une politique Grand Sud, pour l'occupation du Sud, avec l'amélioration des infrastructures, à la fois l'électrification, les moyens de communication,
le développement des industries et des services. Tout ça a modifié quasiment le mode de vie de ces régions. On a eu bien sûr, vous le savez, l'explosion démographique. Les populations ont été multipliées par 5 à peu près. Je regardais les statistiques hier, 660 000 habitants pour les régions sud. En 1954, aujourd'hui, on est à près de 4 millions d'habitants. On a une urbanisation qui a été aussi massive. Je ne sais pas, Ouargla qui comptait 14 000 habitants, on compte 10 ou 15 fois plus aujourd'hui. Et je passe sur Adrar et d'autres métropoles du sud. L'explosion des marchés, qui explique d'ailleurs la mise en valeur des années 80, donc une très 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 forte demande, et donc enfin les effets d'une politique, des politiques publiques. On a eu des politiques, que ce soit alors la première qui a eu un effet, ça a été la révolution allemande. Il y a eu un effet sur les systèmes oasiens traditionnels qui a modifié les rapports d'abord sociaux entre Harratin et propriétaires et aristocratie qui avaient le monopole de l'eau et des palmeraies, la mise en valeur avec la PFA et plus tard les concessions. Alors, évidemment, tout cela a eu, comme vous le savez, un certain nombre d'effets sur l'agriculture oasienne, avec un problème de mobilisation de main-d'œuvre, un problème d'infrastructure, donc de dégradation des infrastructures. Je pense à l'assèchement des faux gras avec les concurrences, mise en concurrence avec les forages. Je pense aussi à toutes ces dégradations liées à la salinité, à l'ensablement, au manque d'entretien, à la prolifération des parasites, le vieillissement des vergers, et si vous voulez, l'une des conséquences les plus importantes qui ont ébranlé le système oasien, c'est l'organisation sociale. Vous savez que le système oasien, c'est quoi en fait? Le système oasien, c'est bien sûr le socle, c'est la palmeraie, c'est l'orsaf, mais c'est aussi toute une organisation sociale pour l'exploitation et la gestion sociale de l'eau. Et cette gestion sociale de l'eau par les communautés locales, traditionnelles, a été complètement ébranlée justement du fait des transformations qu'ont subies ces communautés et ces organisations sociales. Alors évidemment, aujourd'hui, les menaces qui pèsent pour compléter le tableau, ce sont des menaces liées à la ressource en eau, sa disponibilité, son usage, soit une soit une sur-exploitation. Donc il y a des problèmes, véritables problèmes d'utilisation et de mobilisation. La question des sols et de leur qualité, de l'accès au foncier pour une bonne partie des nouvelles générations, l'érosion des patrimoines génétiques. On sait que beaucoup de cultivars disparaissent, qu'on a aujourd'hui de plus en plus de spécialisation autour de quelques variétés, et aussi donc la question de ces sociétés, de leur renouvellement, des renouvellements de génération dans ces oasis, et qui sont une condition sine qua non de leur fonctionnement. Et enfin, menace que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est celle du changement climatique. J'en viens aux enjeux. Alors, au niveau des enjeux, bien sûr, moi j'en identifie deux. C'est la question de la durabilité dans ses multiples dimensions, économiques, sociales et environnementales, et puis aussi durabilité au niveau institutionnel, donc des organisations et des institutions de gestion des ressources locales, et puis évidemment la question de la sécurité, plus que la sécurité, la souveraineté alimentaire. Alors la sécurité alimentaire de ce territoire, mais aussi leur contribution à la souveraineté alimentaire de notre pays. Alors, quels sont les objectifs? Bien sûr, les objectifs à viser aujourd'hui, c'est résoudre cet ensemble de questions, c'est
voir comment refonder le système oasien dont on connaît toutes les vertus, dont on connaît la qualité, dont on connaît un petit peu la contribution à la fois à l'emploi, mais aussi à l'approvisionnement alimentaire des territoires et des villages, des territoires donc, et des villages. La question aussi de l'enjeu, c'est celle de la consolidation des organisations communautaires. En gros, aujourd'hui, on parle d'acteurs locaux, etc. Mais en gros, le socle, c'est un peu les communautés villageoises, les communautés au niveau des ressources, et aussi, bien entendu, la finalité économique qui est celle de nourrir et d'employer de façon générale. Alors, évidemment, je voudrais quand même nuancer le fameux constat lié aux politiques que j'ai évoqué tout à l'heure. Les politiques ont eu des effets sur le système oasien, pas toujours positifs, mais c'est à nuancer, puisque, et ça c'est des travaux récents qui le montrent, il y a eu des formes d'appropriation de la modernité par des oasiens qui ont reconstitué sur les nouveaux périmètres des petites oasis, sur des petites et moyennes exploitations, ce que j'avais pu observer dès le début des années 90. Il y a eu une hybridation au niveau des formes sociales, où on a combiné la forme associative avec la forme communautaire traditionnelle dans la gestion sociale des ressources en eau. Donc tout n'est pas noir, il y a eu une espèce de résistance, même de résilience d'un certain nombre d'oasis du fait justement des apports liés à la mise en valeur et aux nouvelles formes de concession. Bon, il y a des exemples où certains ont utilisé les forages pour réalimenter les fogaras et donc entretenir les palmeraies dans un certain nombre de communes. Et je pense notamment à une thèse que je connais, qui est celle d'Ida Salem, récente, elle a été soutenue l'année dernière, je crois, et qui montre justement ces formes hybrides au niveau des règles de gestion et des techniques qui allient modernité et voilà. Alors si j'en parle, c'est précisément là qu'est un petit peu la voie, c'est comment aujourd'hui intégrer, parce qu'on n'est pas dans une vision passéiste, on ne peut pas être dans une vision passéiste, disons le progrès est là, comment intégrer les techniques modernes, comment intégrer les formes modernes, y compris d'organisation, qui sont aujourd'hui à privilégier afin de refonder le système oasien. Bien sûr, je pense que la crise actuelle est une excellente opportunité. Les difficultés que nous avons sont une excellente opportunité pour élaborer un plan national stratégique de refondation, de reconstruction, de relance de cette agriculture oasienne. Alors, qui devrait, attention, plan national, mais qui devrait tenir compte des spécificités régionales? Parce qu'on a des systèmes qui sont finalement diversifiés, puisqu'on a des oasis de montagne dans les Aurès, Michonneuf, la région de Biskra, gorge de Roufi, des oasis de vallée, d'herbe, de Daïa, des oasis de Fogara, de route, de Séguia, de bassins de retenue, mais aussi des oasis de forage. Donc, il y a une espèce de variété avec des formes sociales, avec des techniques, avec des règles qui sont relativement, et des spécificités au niveau des cultures qui sont relativement différentes. Et donc, on devrait intégrer ces spécificités pour relancer ces... Voilà. Alors, je vais pas... Alors, en intégrant, bien sûr, vous le savez, vous avez la palmeraie, mais à l'intérieur de la palmeraie, vous avez des exploitations, qu'elles soient petites, moyennes, des micros, mais aussi des jardins familiaux. C'est l'ensemble de ces formes sociales qu'il faut mobiliser, qui vont, si vous voulez, de l'exploitation traditionnelle, la micro-exploitation jusqu'au jardin familial au niveau des familles, au niveau du RSAG. Alors, au niveau des mesures, moi, je n'invente rien. Hein. Je vous renvoie à toutes les études et notamment à la fois au mémorandum. Beaucoup de choses ont été dites par Idir, mais aussi à une dernière étude qui a été faite
par des associations, c'est Oasis Développement. Alors, dans le livre, il y a un résumé de l'ensemble des propositions et recommandations. J'en ai repris quelques-unes, mais il y en a plein. Je veux dire, toutes les études, toutes les recherches, toutes les thèses, et Dieu sait, et les centaines d'articles qui ont été produits sur la question fourmillent de recommandations. Alors, c'est renforcer les infrastructures, évidemment, les infrastructures techniques. Ça va des Fogaras au bassin de retenue, en passant par les forages, les pluies, etc., combiné à l'énergie, bien sûr, énergie renouvelable. Je crois qu'il y a la feuille de route et les orientations se fondent aujourd'hui sur la mobilisation des énergies renouvelables. Il y a un deuxième point qui est très important, qui, à mon avis, est aussi important que le premier, c'est la consolidation des institutions, des formes d'organisation des acteurs, des formes communautaires qui aujourd'hui développent des formes de solidarité, d'entraide et qui sont dotées de ressources en hommes pétris de savoir, de savoir-faire, etc. C'est aussi le renforcement de l'environnement et du cadre de vie. Quand je pense à l'environnement, c'est l'ensemble de l'environnement, c'est l'accès au marché, c'est les routes, les moyens de communication, l'électrification, le cadre de vie, l'habitat. C'est la requalification des savoirs et des savoir-faire combinés à leur intégration aux techniques modernes qui vont du goutte à goutte, donc de l'irrigation localisée en passant par les nouvelles techniques d'information et les nouvelles technologies. Hein. Je pense que M. Bouchentouf, qui a développé une ferme expérimentale, pourra nous parler de l'intégration de ces nouvelles technologies dans ces exploitations, puisqu'on a affaire aujourd'hui à des générations d'Oasiens de plus en plus instruits, diplômés, qualifiés, parfois. Il y a donc cette valorisation, cette requalification des savoirs, savoir-faire. Donc évidemment, dans cette espèce de valorisation, c'est aussi la conservation de notre patrimoine, c'est la diversification des variétés, c'est voilà. Autre point qui peut participer à la relance, c'est le soutien financier, technique, la recherche, très important. Je considère même que au niveau de l'agence de développement qui a été créée, l'agence saharienne récemment créée par décret, si elle a une originalité par rapport à la NRH, puisque moi j'étais tout à fait étonné de voir une agence qui a les mêmes fonctions que la NRH, c'est peut-être intégrer l'ensemble des institutions de formation, de recherche, les observateurs, y compris l'observatoire des Fogaras, etc., dans cette institution, mais aussi qui devrait être administrée de façon beaucoup plus ouverte, avec des conseils d'administration ouverts à des acteurs locaux, ouverts à des agriculteurs, à des professionnels, et pas simplement à des administrateurs et à des techniciens de l'agriculture ou de l'hydraulique. Donc, alors évidemment, Idir en a parlé tout à l'heure, c'est intervenir sur toute la chaîne des valeurs, puisque vous savez que l'agriculture saharienne souffre justement des problèmes de débouchés, de commercialisation, des questions de la chaîne du froid, du stockage, du tri, de toutes les normes liées à la mise en marché, y compris sur les marchés extérieurs. Et là, on a un gisement énorme, puisque nous ne commercialisons que moins que 5% de notre production nationale sur les marchés étrangers. Et enfin, je terminerai par, si vous voulez, le modèle de référence d'organisation de cette agriculture oasienne. C'est fondamental. On a un modèle de référence qui a montré sa pertinence, sa capacité de résilience, etc. C'est le modèle familial. C'est le modèle familial. On ne peut pas concevoir une agriculture oasienne sans acteurs qui résident, qui sont dans la proximité de l'exploitation, qui sont rattachés directement, qui mobilisent, très important, à la fois l'emploi des jeunes, mais aussi de l'ensemble du ménage, des femmes. Et vous savez quelle est la contribution aujourd'hui des femmes dans le fonctionnement des agricultures ou de l'agriculture familiale. Et j'en terminerai là parce que c'est une question importante
Au niveau de l'agence, à mon avis, il y a, sur le cadre législatif à améliorer, il y a une administration qui devrait être ouverte, qui ferait participer, contribuer les ménages, mais qui devrait introduire aussi le genre, les femmes, les agricultrices aussi, et vous le savez, qui sont aujourd'hui de plus en plus diplômées. Vous le savez, j'invente rien, il y a plus de femmes agronomes aujourd'hui que d'hommes. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais dire en conclusion. Et je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais j'ai essayé d'être synthétique au mieux. Et merci de votre attention.